Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée de formation sur la planification stratégique. Merci d'être avec nous par ce petit jeudi plutôt froid. Ça nous fait plaisir que vous soyez tous là en grand nombre. On est une trentaine ici ce soir. Puis pour ceux qui manqueraient là, la planification ou la participation de ce soir, ou si vous avez des amis qui veulent se rejoindre à nous samedi matin, à 9h30, ça va nous faire plaisir de les accueillir aussi. Donc, juste à nous le dire, puis on leur fera parvenir le lien pour la session qui va avoir lieu à 9h30 samedi matin. Donc, ce soir, on se fait une courte introduction. On va par la suite parler de planification stratégique. Pourquoi la planification stratégique? La démarche d'une planification stratégique, qui fait quoi, dans quel ordre et pourquoi, et surtout dans l'importance au niveau des conseils scolaires, mais aussi au niveau de ce qu'on va faire pour la FOCSC, et tirer profit du plan stratégique, sa mise en œuvre et les suivis de l'atteinte des résultats. Donc, c'est le processus qu'on va se donner, nous, pour l'association. Et ensuite, les prochaines étapes. Donc, ça va être le déroulement de la soirée qui devrait aller assez rapidement. On va faire des activités interactives. Si vous voulez participer ce soir, vous pouvez utiliser votre mobile ou votre tablette et vous allez sur slido.com et vous tapez le code 5745100. Donc, je vous invite à faire ça dès maintenant si vous voulez. Ça va vous permettre de participer à la soirée de façon interactive. Si vous voulez aller sur slido.com avec votre téléphone, donc c'est une application que vous rentrez Slido, slido.com, qui est notre introduction. Donc, nous allons débuter le processus de la soirée. À la prochaine diapo, s'il vous plaît, avec une petite prière. Donc, je vous invite à la lire avec moi pour commencer notre soirée et aussi commencer notre année. Donc, je vous invite à lire la prière avec moi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en tes mains, je remets l'année qui est passée. Je te remercie car elle a été une pluie d'occasions où je t'ai rencontré et où j'ai pu me réaliser en tant que personne. Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. Entre tes mains, je mets cette année qui commence. Toi qui demeures au-delà du temps et de l'espace, je sais bien que tu resteras auprès de moi à jamais. Aide-moi à découvrir ta présence partout et en tout. Augmente ma foi. Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. Je veux garder à l'esprit que jamais rien ne m'arrivera qui ne puisse être surpassé par ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour qu'il m'est donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Amen. Et puis, dans tous nos rencontres, on s'en voudrait de ne pas prendre un instant également pour faire une reconnaissance territoriale. Donc, je vous lis la reconnaissance territoriale que nous avons ici sur la page. Nous aimerions prendre un moment pour remercier tous les peuples autochtones de nos régions pour le partage de leurs territoires ancestraux. Nous reconnaissons aussi que la partie du territoire de l'île de la Tortue que nous utilisons et qui comporte de multiples traités encore en vigueur aujourd'hui nous permet de jouir chaque jour de toutes les richesses que celle-ci nous offre. Comme vous le savez tous et toutes, ce soir, c'est le premier événement de la Coupe du Savoir 2024 pour la nouvelle saison qui se lance. On va avoir deux formations, une ce soir, une autre au mois de mars pour vous. Et après ça, bien évidemment, on aura des formations comme on le fait toujours lors du congrès. Donc, tous ceux qui sont ici ce soir vont se mériter ce qu'on appelle un jeton de participation qui donne une chance à votre conseil de participer
et de gagner la Coupe du Savoir 2024. L'année dernière, comme vous le savez, deux équipes ont réussi à gagner la Coupe du Savoir par leur participation, l'équipe de Providence et l'équipe de l'Est ontarien, qui ont eu des performances extraordinaires. Tout le monde a eu du plaisir et tout le monde a gagné lors de cette participation de couple l'année dernière. Donc, on remet ça cette année pour nos participations. Donc, assurez-vous, premièrement, qu'on sait que vous êtes présent ce soir. C'est pour ça l'importance d'avoir votre nom clairement identifié sur votre écran Zoom pour qu'on puisse prendre vos présences. Et assurez-vous que vos collègues vont participer à la prochaine formation le samedi et à notre prochaine formation au mois de mars pour maximiser les chances de votre conseil de gagner la Coupe du Savoir de cette année qui vient avec toutes sortes de privilèges lors du congrès, comme vous le savez. Donc, juste pour vous rappeler, la Coupe du Savoir, pour nous, c'est 2024. Les formations ont lieu à partir de maintenant jusqu'au congrès. La planification stratégique ce soir. Démarchage et action politique le 21 ou le 23 mars, dans le même format, ce soit le jeudi soir ou le samedi matin. Et il y a également la gestion des tables de conseil pour les présidences et vice-présidences, qui est une date à confirmer, mais vos présidents et vice-présidents vont avoir la chance de participer à cette session-là et gagner des points supplémentaires pour votre conseil. Donc ça va avoir lieu au début du mois de mars ou au début du mois d'avril. On est en train d'essayer de raffermir les dates avec le ministère de l'Éducation. Donc voilà pour les événements de la Coupe du Savoir de 2024. J'espère que vous allez participer en grand nombre, mais surtout que vous allez gagner. Donc, juste pour s'assurer que ça fonctionne bien, on va faire un petit test sur le Slido qui est devant vous. Donc, sur votre téléphone, si vous avez ouvert le Slido au numéro de lien que vous avez eu, vous allez voir maintenant une question apparaître. Donc, on va vous lancer la première question pour voir si tout le monde se débrouille bien sur le Slido et tout le monde est prêt. Allons-y. 1, 0, 0. Donc, je vous invite à placer votre curseur sur question ou poll et Léopold va nous lancer la première question. Vas-y, Léopold. Donc, la question, c'est en 2023, les conseils de Providence et de l'Est ontarien se sont mérités la Coupe du Savoir. Selon vous, qui sera le gagnant pour 2024? Choix de réponse. Comme vous pouvez voir, il y a plein de noms qui se présentent là, actuellement. Donc, on a Mon Avenir, on a CSD et Grande-Rivière, Providence. Providence, c'est à faire. Providence, c'est sûr. Ça travaille fort de ce côté-là. On a Nouvelon, on a CE, CSD, CEO. Donc, ça semble fonctionner. On voit de l'action un peu ce soir ici. C'est bon. Ça veut dire que notre Slido fonctionne bien. Vous allez voir ici quelques-unes des réponses, je crois, qui ont été données. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du plan stratégique pluriannuel de la FOCSC et de parler du travail accompli depuis le début du plan annuel, donc depuis le début de l'année 2019-20. C'est le début du dernier plan annuel que nous avons fait. Donc, je vais vous parler rapidement du plan annuel. On vous en a parlé. Vous savez comment on a notre plan stratégique de 4 années qui a été lancé juste au début de 2020. Il a été fait en 2019. En 2020, en pleine pandémie, on a lancé le plan stratégique. On a commencé à le mettre en place, axé sur 4 axes particuliers là, pour la FOCSC, l'offre de services, la visibilité, le démarchage et la capacité organisationnelle de l'association. Donc, ça, c'était les grandes lignes qui ont été développées du dernier plan stratégique qu'on a fait pour la FOCSC. Donc, on va se préparer à en faire un nouveau pour les 4 prochaines années. Mais avant, je veux juste vous donner sur la prochaine diapo un survol rapide de où on se situe aujourd'hui. Au départ, on avait défini 39 objectifs particuliers qu'on voulait atteindre au cours des 4 dernières années. Et puis, évidemment, ça
ça sous-entend pas qu'on faisait juste ces 39 choses-là, mais aussi que ça faisait partie des choses qu'on fait à tous les jours à la FOCSC. Donc, il y a le régulier et les projets particuliers qui étaient reliés au plan stratégique. Donc, notre plan stratégique, si vous vous en souvenez, vous voyez ici les 39 activités. On va vous donner les détails plus en grand lors de notre travail de planification stratégique. Mais on a une bonne progression des objectifs. Comme je le disais, il y avait 39 objectifs de définis. Par la fin du plan stratégique, on croit avoir atteint à peu près 90 de réalisation, c'est-à-dire 35 des 39 objectifs du plan stratégique vont être réalisés, ce qui est un bon résultat. Et il nous reste encore un peu de temps avant la mise en place du nouveau plan stratégique, ce qui va nous permettre peut-être de faire un peu mieux que 90 mais déjà à 90 là, on travaille fort, on pousse sur les coins pour réaliser tout ce qu'on peut faire pour finaliser tous les objectifs du plan stratégique. Comme vous pouvez voir, les codes de couleurs qui sont là, ben, ce qui est en bleu est en cours de terminer. Le rouge a été terminé il y a plus longtemps et les choses qui sont en verte sont en cours de réalisation actuellement. Donc, on vise à terminer ces activités-là, 5 ou 6 activités-là, d'ici au 31 mars. Donc, c'est une période occupée pour nous, puis on espère que ça va bien aller pour la finalisation de notre plan stratégique avec un gros 90 Ce qui nous amène à vous parler de nos présentateurs ce soir. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec la présentation du clé. On a deux présentateurs avec nous ce soir. On a Léopold Junior Fénelon et également Salimatou Diallo qui est avec nous du clé et qui vont nous faire cheminer au cours de la prochaine heure et quelques sur le plan stratégique. Donc, je vous laisse la parole à toi, Léopold, et à toi, Salimatou. Oui, bonjour, merci, Monsieur l'évêque. Et c'est un plaisir de participer, de prendre part à ce processus-là. Justement, le centre de leadership et d'évaluation que nous représentons, Salimatou et moi, on a été mandaté par la FOCSC de faire un accompagnement dans le cadre du renouvellement du plan stratégique. Et là, on prend juste le temps, quelques secondes pour mentionner que c'est un organisme à but non lucratif, pas canadien, et qui œuvre à contribuer au développement et l'épanouissement de la francophonie canadienne. Et pour ce faire, au niveau du clé, on a quatre principaux secteurs et quatre branches d'expertise. C'est d'abord le développement organisationnel, le secteur de l'évaluation et de programme. Il y a également l'évaluation de ressources pédagogiques qui a beaucoup plus de mandats avec le ministère de l'Éducation et l'autre secteur qui accompagne les clients dans l'analyse et la modélisation de données. Dans le cadre de ce mandat, l'équipe du clé est composée de trois personnes. D'abord, Diallo qui va se présenter plus en détail tout à l'heure comme consultante en gestion stratégique. Il y a la directrice du secteur développement organisationnel, Noémie Paquette, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui, tout au cours du processus, va pouvoir être une ressource clé pour le processus de planification stratégique. Et finalement, moi-même, Léopold Junior Fénelon, qui fait partie du secteur de l'évaluation de programme. Et là, je vais jouer surtout un rôle dans l'aspect de programmation, de cadre d'évaluation qu'on va voir plus tard dans la présentation. Et tout de suite, je vais vous laisser avec Salimato, qui va vraiment vous mettre dans la marmite de la planification stratégique. Et Salimato, à toi.
Merci beaucoup, Léopold, et encore une fois, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'animer cette séance de formation en compagnie de Léopold. Alors, je vais me présenter assez brièvement. Donc, je m'appelle Salimatou Diallo. Je détiens un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu'une maîtrise en gestion de projet. J'ai fait partie de l'équipe du CLE jusqu'à très récemment. Je travaillais donc dans le domaine du développement organisationnel avec l'équipe de Noémie Paquette. Notre objectif, c'est vraiment de soutenir les organisations francophones à travers des formations diverses, telles qu'en gouvernance, la gestion de projet, le positionnement stratégique, mais aussi à travers de l'accompagnement, donc en développement des affaires, par exemple, ainsi qu'en planification stratégique, qui est justement l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, les objectifs de la formation d'aujourd'hui et celle de samedi également. Donc, il y en a trois. Donc, le premier, c'est vraiment de réitérer avec vous les fondements et l'importance de la planification stratégique. Alors, l'atelier d'aujourd'hui est l'occasion de rappeler un peu pourquoi il est si important de s'engager dans une planification stratégique. Le deuxième objectif, c'est de vous outiller, donc en vous familiarisant davantage avec les principales composantes ainsi que les étapes qu'on reconnaît là d'une démarche de planification stratégique. Avec Léopold, on va notamment vous présenter des exemples d'outils que vous pourrez rapidement mettre en place, en pratique dans le cadre du processus de planification stratégique pluriannuel qui arrive très bientôt. Le dernier objectif, c'est de susciter chez vous de l'intérêt et de l'implication en tant que conseiller scolaire dans le cadre du prochain processus de planification stratégique. Alors, on va démarrer par un tour de table. Donc, je vous propose de faire rapidement un tour de présentation par rapport à votre rôle, mais aussi par rapport à vos attentes, si jamais vous en avez, par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment retenir et avoir comme outil ou comme données ou comme information utile aujourd'hui dans le cadre de la formation? Ensuite, Monsieur Ronald Demers. Je pense moi, j'espère qu'on va pouvoir s'attarder sur la communication, l'importance de la communication avec tous les partenaires, puis surtout entre nous à l'intérieur du réseau. Parfait. C'est un très, très bon point dans la mesure où justement on va parler là des interactions entre les différentes parties prenantes et de la nécessité là d'avoir une communication interne et externe à travers le processus de planification stratégique. Ensuite, Monsieur Roger Grégoire. Oui, Roger Grégoire, président du Conseil scolaire des Grandes-Rivières. Moi, je m'attends de voir des échanges entre les conseils pour justement apprendre comment que tout le monde font ça dans différentes régions. Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis conseiller avec le Conseil scolaire des Grandes-Rivières. Moi, c'est mon premier terme, donc je suis ici pour apprendre. Donc, bonsoir à chacun et à chacune. Moi, de mon côté, je pense que c'est quand même une occasion de se permettre une réflexion collective face à ce dossier-là, d'approfondir les concepts rattachés à une planification stratégique. Et comme je me plais à dire à l'occasion, bien, dans mon esprit, c'est de se donner une carte routière, une feuille de route pour continuer à travailler avec nos partenaires, à travailler avec nos collègues, notre personnel et notre milieu de l'enseignement. Merci beaucoup, Monsieur Levac. Madame Dufour, Nathalie Dufour. Oui, bonsoir. Comme Monsieur Didier, ça fait assez longtemps que je suis conseillère scolaire, donc j'ai eu plusieurs formations sur la planification stratégique ainsi que dans d'autres conseils d'administration à mon travail. Mais ce que j'ai vu à chaque fois, c'est qu'on apprend toujours, les techniques changent et puis
c'est toujours intéressant, même si on pense on a déjà vu la formation, on apprend toujours des nouveaux trucs. Et puis, c'est pour ça que je suis ici ce soir pour voir comment on peut évoluer dans notre planification stratégique. Parfait. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Je viens de rejoindre le Conseil Providence en tant que conseillère et ça, c'est ma première session de formation ou, ou mon premier barbecue. J'ai hâte d'apprendre davantage sur le sujet, especialment des présentateurs ce soir et à toutes les personnes bien informées à cette session. Vraiment, comment nous pouvons améliorer nos pratiques de mobilisation des connaissances entre nos conseils. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Conseiller scolaire depuis quelques années. Lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de planification stratégique, il n'y avait pas d'évaluation. Et puis, c'était quand même une évolution au cours des années. Fait que nous sommes à faire notre plan stratégique. Parce que je suis de l'Est ontarien, CSD-CEO. Et puis, moi, ce que je regarde, c'est quels sont les intervenants qu'on doit avoir pour avoir un bon plan stratégique? Et puis, j'ai aussi mentionné quelles seraient aussi les meilleures pratiques, parce qu'on ne travaille pas en silo pour savoir un peu qu'est-ce que les autres font et si on peut aller chercher des bonnes pratiques de d'autres. Et puis, parce que l'union fait la force, fait que meilleure pratique pour moi, ce serait très important. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Salut à tous. Si vous voulez continuer dans votre présentation, je te laisse aller. Parfait, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, il serait pertinent, à la lumière aussi des commentaires là, que vous venez de formuler, de revenir un peu sur les notions d'avantages et de principales raisons pour lesquelles on décide de s'engager dans une planification stratégique. Donc, il faut savoir que la planification stratégique, c'est un outil de gouvernance essentiel. Donc, pour tous les conseils scolaires, c'est un processus pour déterminer où l'organisation s'en va et comment elle compte y arriver. Alors, le plan stratégique, il vous définit vraiment et puis il vous démarque en tant que conseil par rapport à d'autres conseils et il propose des mesures beaucoup plus concrètes pour atteindre vos objectifs tout en restant fidèle à vos valeurs et à votre mission. Donc, il s'agit vraiment d'une étape qui est clé pour assurer la croissance et la pérennité de votre conseil. Alors, devant vous, vous avez un cadran qui vous présente 4 principales fonctions attendues d'un plan stratégique pluriannuel. Donc, il a été développé par le CLE à la lumière un peu de tout le travail qu'on a déjà eu à faire dans les dernières années pour soutenir et accompagner différentes organisations à travers tout le pays dans leur processus de développement et d'élaboration d'un nouveau plan stratégique. Alors, il faut savoir que ce plan stratégique-là, il permet, dans un premier temps, de mobiliser donc les parties prenantes, telles que le conseil d'administration, le comité exécutif, la direction de l'éducation, le personnel, les élèves, les familles et les partenaires. Donc, avec Léopold, on va vous présenter un peu plus tard dans l'atelier un schéma qui vous montre un peu les différentes interactions et comment la collaboration se matérialise entre ces différentes parties prenantes. Ensuite, la planification stratégique vous donne le moyen d'être imputable auprès des différentes parties prenantes qui sont concernées. En l'occurrence, dans votre cas, au niveau du ministère de l'Éducation de l'Ontario, en utilisant cet outil-là pour décliner vos objectifs et vos priorités pour les prochaines années. Ensuite, la planification stratégique, elle fait appel à différents points de vue, à différentes attentes, à différentes expertises pour établir une trajectoire commune pour l'ensemble du conseil. Donc, la planification, c'est vraiment une boussole, un outil qui vous permet donc, en tant que conseil, d'atteindre des résultats précis et qui sont convenus et partagés par l'ensemble des parties concernées. Finalement, là encore une fois, on le verra un peu plus tard en détail dans la présentation, mais l'élaboration de la planification stratégique, c'est aussi une occasion, donc un exercice de réflexion et d'analyse qui permet de prendre du recul sur la situation actuelle et de pouvoir identifier un peu les progrès qui ont été réalisés ou non depuis les dernières années.
Alors, très rapidement, on s'est référé donc au programme de perfectionnement professionnel des membres du conseil scolaire au niveau de la gouvernance efficace pour identifier beaucoup plus concrètement comment ces 4 fonctions se déclinent au sein de chaque conseil. Donc, on va les passer en revue. Le premier élément, c'est que la planification stratégique, elle sert essentiellement à établir vos priorités. Donc, vos priorités de développement et de croissance et d'avenir pour un certain terme. En général, c'est autour de 3 à 5 ans. Ensuite, une fois qu'elle est élaborée, la planification, elle vous permet de mieux gérer l'équité en matière d'accès et de résultats concrets au sein de l'organisation. Elle vous permet aussi de cibler les énergies et puis de pouvoir mobiliser beaucoup plus efficacement les différentes ressources, ce qui permet de renforcer vos opérations par la même occasion. Ensuite, la planification stratégique, elle fait en sorte que les membres du personnel et les autres intervenants et intervenantes travaillent en vue d'atteindre des objectifs communs. Donc, c'est important d'avoir vraiment une vision commune pour ne pas éparpiller les efforts et les ressources au sein de chaque conseil. Ensuite, c'est aussi un moyen de parvenir à un accord sur les résultats que vous souhaitez obtenir et les processus à travers lesquels vous allez passer pour pouvoir obtenir et suivre ces résultats-là. Donc là, on parle notamment d'évaluer puis de modifier l'orientation de l'organisation en fonction du contexte. Donc, on le verra un peu plus tard. Lorsqu'on travaille à faire une planification stratégique, on commence dans un premier temps à faire un état des lieux, donc une analyse de l'environnement qui va nous permettre de mieux façonner notre conseil pour l'avenir. Ensuite, il y a d'autres éléments en lien avec les fonctions identifiées un peu plus tôt, donc celle, par exemple, de mobiliser l'ensemble des intervenants et des intervenantes en vue de réaliser la vision. Donc, on en avait parlé un peu durant le tour de table, à savoir c'est quoi la vision commune. Donc, à quoi est-ce que vous aspirez vraiment à long terme pour le conseil? Comment motiver le personnel et reconnaître la valeur de son travail? La planification stratégique permet aussi d'adopter un comportement proactif plutôt que réactif face aux influences externes. Donc là encore, on fait référence à la notion d'analyse de l'environnement qui va vous permettre d'identifier donc des défis ou des faiblesses qui peuvent avoir un impact négatif sur le conseil. Ensuite, il y a la possibilité donc d'assurer l'équité et le respect des droits de la personne, notamment ici au niveau des élèves et du personnel qui composent le conseil, de pouvoir orienter aussi les décisions à différents échelons, de pouvoir vous assurer d'un développement beaucoup plus durable parce qu'à travers la planification stratégique, on se projette vraiment dans l'avenir et en même temps, on cherche aussi à identifier des résultats qui sont mesurables, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc qui sont vraiment concrets et précis. Ensuite, on en l'a mentionné aussi, c'est un moyen de rendre des comptes aux intervenants et intervenantes de la communauté. C'est un moyen de renforcer l'apprentissage et les capacités organisationnelles. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient une longue feuille de route au niveau de l'élaboration de différentes planifications stratégiques, donc vous le savez, au fur et à mesure, on s'améliore, donc on renforce nos compétences et l'apprentissage à l'interne. Ensuite, l'importance de la planification stratégique réside aussi dans le fait de pouvoir mieux communiquer et consulter les diverses communautés du conseil sur ce qui est réellement important aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément également à considérer. C'est aussi un moyen de passer du souci de la conformité du conseil à celui de son rendement global, de remplir les obligations du conseil en vertu de la loi sur l'éducation et finalement de pouvoir fournir un cadre qui va servir à mieux répartir les ressources. Donc, plus concrètement, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la démarche, il n'y aura pas quelque chose de vraiment nouveau à ce stade-ci, mais on va tenter avec vous de préciser un peu les différentes étapes qui composent donc le processus de planification stratégique. Donc, il y en a principalement 3. Donc, c'est ce qui est préconisé d'ailleurs au sein du CLÉ. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on travaille et qu'on accompagne les organisations dans une approche vraiment dialogique,
On cherche pas à imposer notre vision de ce que devrait être la planification stratégique d'un conseil, mais on cherche vraiment à dialoguer avec le partenaire pour pouvoir identifier ensemble donc différents éléments qui vont permettre de mieux comprendre le contexte, de pouvoir décider, comme on l'a dit tout à l'heure, des éléments de mission, de vision et de valeurs qui nous correspondent le mieux, et ensuite de pouvoir agir avec des outils concrets. Donc ici, quand on parle de comprendre, c'est essentiellement au niveau de l'environnement. Donc l'environnement interne qui va permettre de définir les forces et les faiblesses de l'organisation, mais aussi l'environnement externe à travers les menaces et les opportunités aussi qui peuvent effectivement influencer l'organisation. Donc au niveau de la francophonie ontarienne, on a vu par exemple beaucoup de changements au niveau de la diversité. Donc c'est des éléments par exemple, qui sont importants à identifier au moment même où on s'apprête à démarrer la planification stratégique. Donc, cette étape, elle permet d'obtenir un rapport là sur l'analyse de l'environnement avec donc une identification, un portrait de la situation et une identification des différents enjeux sur lesquels on propose en fait de prioriser les efforts et les ressources. Ensuite, on passe à l'étape donc de décider. Donc ici, il va y avoir un peu plus de travail, de réflexion et d'analyse qui va se faire pour pouvoir identifier ensemble donc, c'est quoi notre mission, notre vision commune, sur quelles valeurs nous devons collaborer ensemble pour pouvoir atteindre cette mission-là. Ensuite, on va parler de la notion, on le verra un peu plus en détail, de résultats stratégiques et de résultats intermédiaires. Ensuite, au moment de l'action, on va penser à identifier des indicateurs, ce qui va nous permettre ici, comme vous l'expliquera un peu plus tard, Léopold, de pouvoir développer donc un cadre d'évaluation qui va permettre de bien évaluer vos différents résultats. Alors, en termes de livrables, en termes d'outils ici, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on aura, à travers le processus de planification stratégique, un rapport sur l'analyse de l'environnement, une planification, une ébauche de la planification stratégique qui devra être validée par le conseil d'administration, donc qui comprendra des éléments de mission, vision, valeurs, résultats stratégiques, résultats intermédiaires, ainsi que des indicateurs. Et en dernier lieu, les deux derniers outils qui sont proposés et préconisés par le CLE, c'est de développer un plan d'action et de mise en œuvre pour vous assurer que la planification que vous allez développer, qu'elle ne reste pas sur les tablettes, mais qu'il y ait vraiment un moyen d'action pour pouvoir le propulser. Et finalement, il y a aussi la question de monitorage et puis d'évaluation pour vérifier où est-ce qu'on en est dans le développement de la planification stratégique et de voir s'il y a des ajustements à faire. Donc, au niveau de l'analyse de l'environnement, je vais y aller un peu vite parce qu'on en a parlé dans la précédente diapositive. Donc, au niveau du portrait de l'organisation, c'est d'identifier les forces et les faiblesses qui sont internes. C'est d'identifier les défis et les opportunités dans votre environnement externe. C'est d'analyser aussi la capacité donc de l'organisation d'atteindre les objectifs dont elle se donne. Donc, la première étape ici, vraiment, c'est de brosser un portrait de la situation, un portrait le plus précis possible, et puis ensuite de faire un examen de l'environnement qui va vous permettre donc de mieux identifier les éléments qui peuvent jouer en faveur ou nuire à la mission de votre conseil. Donc, à travers, par exemple, l'évaluation de l'ancien plan stratégique, s'il y en a, je sais que la plupart des organisations n'ont pas forcément les ressources à l'interne pour pouvoir effectuer une évaluation en tant que telle de la planification stratégique, mais c'est toujours un exercice qu'on recommande fortement pour pouvoir avoir justement un pas de recul pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, c'est toujours bon de chercher à avoir l'appréciation de la satisfaction des membres et des autres parties prenantes quant à la programmation et l'impact de l'organisation donc elle a eu au niveau de la clientèle desservie. Donc, est-ce qu'on voit un changement au niveau des élèves? Est-ce que les parents sont satisfaits? Donc, ça, c'est différents éléments qu'il est important aussi de sonder tout au long du parcours.
Le dernier élément au niveau de l'analyse de l'environnement, c'est de nourrir donc la réflexion quant au nouveau plan stratégique. Donc ici, il y a deux questions fondamentales à se poser. La première, est-ce que les fondements sont pertinents, est-ce que les fondements sont pertinents dans les contextes actuels et à venir? C'est-à-dire, est-ce que la vision, la mission et les valeurs actuelles sont encore pertinents à la lumière de ce que vous aurez identifié au niveau du portrait de l'environnement, ou est-ce qu'il y a besoin de revisiter en profondeur ces éléments-là parce qu'il y a des nouveautés dans l'environnement qui font qu'elles sont devenues complètement désuètes? La deuxième question à se poser, c'est de voir quelles sont les aspirations des parties prenantes. Donc, on le verra un peu plus tard. Il y a des façons de consulter ces parties prenantes pour tâter le pouls et voir aussi quelles sont leurs aspirations pour le conseil. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la finalité donc de l'analyse de l'environnement, c'est de pouvoir fixer donc des objectifs et des cibles. Cette étape, elle va vous permettre vraiment d'établir des orientations stratégiques qui vont tenir compte des enjeux qui sont prioritaires pour le conseil. Alors, en termes de sources de données, on a deux différents axes qu'on utilise et qu'on recommande encore une fois. Donc, au niveau de la documentation, ce qu'on cherche, nous, à avoir comme information, comme données, donc c'est au niveau de ce qui est contenu dans les rapports annuels. Donc, quels sont les résultats concrets qui ont été obtenus par le Conseil au courant de la dernière année, que ce soit des résultats au niveau financier, au niveau des différentes activités, etc., ainsi que les rapports qui sont remis aux bailleurs de fonds, des bailleurs de fonds de projets ou de programmes, les états financiers de l'organisation et ainsi que l'évaluation du dernier plan stratégique. Donc, au niveau des sources de données, on cherche aussi au niveau des consultations. Donc, c'est un bon moyen d'aller chercher des informations et des données intéressantes. Donc, on parle notamment des sondages, des entretiens et des groupes focus. Alors, le sondage permet de sonder plusieurs personnes quant à leur expérience individuelle par rapport au conseil. Les entretiens ciblés permettent ici d'approfondir des questions avec des partenaires clés de façon anonyme. Ça aussi, c'est très important. On a souvent ce commentaire-là. Les personnes qui s'expriment à travers les consultations, très souvent, elles préfèrent le faire de façon anonyme et confidentielle. Ensuite, le dernier élément de consultation, c'est au niveau des groupes focus. Donc, ça aussi, c'est en fonction vraiment des ressources de chaque conseil. Donc, s'il est possible de puiser dans l'intelligence collective des différentes parties prenantes pour avoir des idées. Donc, ce qui nous amène à l'étape 2, donc au niveau de l'analyse de l'environnement, donc on a couvert toute l'étape 1. Donc maintenant, on progresse tranquillement au niveau de l'étape 2 qui, elle, se questionne. Donc, on va chercher à identifier et à répondre à quelques grandes questions qu'on a identifiées ici dans cette pyramide. Donc, tout en haut ici, vous voyez la vision. Donc ici, la vision, elle définit vraiment votre idéal et votre goût du dépassement en ce qui concerne le positionnement futur de l'organisation. Ensuite, vous avez la mission. La question à se poser ici, c'est quelle est votre raison d'être? Donc, la mission, c'est vraiment la vocation ou le rôle que vous vous donnez. C'est grâce à elle que vous pouvez réaliser la vision que vous aurez identifiée. La prochaine grande question à se poser, c'est de savoir sur quoi nous devons mettre l'accent. Autrement dit, quels sont les enjeux à considérer? Les enjeux, ce sont en fait des situations ou des tendances qui incitent à réagir dans la mesure où elles peuvent vraiment avoir une influence soit positive ou négative là sur le développement futur du conseil ou sur la clientèle que vous desservez. Alors, l'identification des enjeux permet de mettre en évidence les orientations stratégiques qui vont elles-mêmes conduire à la détermination des résultats. Donc, on voit comment vraiment les grandes questions se déclinent vraiment en pyramide. Tout en bas, vous avez donc les indicateurs de succès, les indicateurs de rendement. Alors ici, il faut se demander en fait comment est-ce que vous allez savoir si vous avez réussi. Donc ces indicateurs que vous allez identifier certainement à l'aide
de Léopold ou d'une personne experte dans le domaine, elles vont vous permettre vraiment de mesurer les résultats plutôt que les livrables. Donc, ces indicateurs sont généralement présentés dans un cadre d'évaluation qui peut être défini comme un outil interne ou externe et qui va vous permettre d'évaluer et de monitorer les progrès vers l'atteinte des résultats que vous aurez identifiés en amont. Alors, je reviens un peu sur la notion de vision. On va d'ailleurs faire un peu plus tard un petit exercice là de réflexion à ce sujet-là. Donc, aux clés, on distingue essentiellement deux types de vision. Donc, il y a la vision sociétale et la vision organisationnelle. Dans la vision sociétale, l'impact ultime, il est vraiment au niveau de la société. On souhaite faire un changement, avoir un impact sur la société, sur la clientèle qu'on cherche à desservir. Ensuite, vous avez la vision organisationnelle qui, elle, au contraire, est beaucoup plus, comme l'indique son nom, est beaucoup plus axée, centrée vraiment sur l'organisation pour voir quel serait son idéal, son dépassement dans le futur. Alors, on vous a présenté ici quelques exemples pour illustrer un peu les deux notions. Donc, au niveau de la vision sociétale, l'exemple est une communauté de vie élargie où chacun, ou plutôt chacune et chacun se sent aimé, valorisé et outillé. Donc ici, on voit qu'on est vraiment tourné là vers la communauté. Ensuite, le deuxième exemple, au niveau de la vision organisationnelle, donc par son leadership, la FOCSC cultive la croissance et la vitalité du système d'éducation catholique de langue française en Ontario. Donc, on voit ici qu'il y a un besoin de renforcer puis de mieux positionner l'association dans le réseau. Voilà. Donc, est-ce que Léopold, est-ce que tu veux que je continue ou est-ce que tu souhaitais présenter les diapositives? Vas-y, tu peux y aller. Parfait. Alors, donc, au niveau de la première question, ici, on cherche à voir, là, est-ce que donc la fédération, la FNSCSF, est reconnue comme leader stratégique national du développement de l'éducation en français, langue première en situation minoritaire. Donc, alors, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une vision organisationnelle ou sociétale? On a déjà 4 réponses ici et on voit que c'est en majorité organisationnelle. Parfait. Donc, c'est effectivement ça. Donc, ici, on a affaire à une question de vision organisationnelle. Là, on veut s'assurer vraiment du positionnement stratégique là de l'organisme à travers une consolidation de son rôle de leader dans le réseau. Parfait. Donc, on peut passer à la deuxième question. Excellent. Donc ici, on a une vision se présente comme suit. Donc, faire du système d'éducation francophone de l'Alberta un modèle de référence au Canada en raison de sa gestion stratégique et de son leadership positif. Parfait. Donc ici aussi, on voit le consensus. Donc, on a affaire à une vision plus sociétale. On cherche à faire une différence, là, à avoir un impact beaucoup plus large qui dépasse donc les frontières là de l'organisation. Donc, l'autre vision qui vous est proposée ici, donc à l'obtention du diplôme d'études secondaires, donc la 12e année, l'élève maîtrisera les compétences lui permettant de s'épanouir, de s'affirmer et de contribuer à part entière dans la société. Là encore, on a une tendance, effectivement. Donc, il s'agit ici là, d'une vision sociétale. Donc, on cherche à faire une différence, à avoir un impact. Parfait. Donc, on voit que, comme on l'avait constaté autour de table, il y a vraiment de l'expérience là par rapport à
à ces notions-là de base d'une planification stratégique. Alors, la prochaine question ici, donc comme vous le savez, chaque vision est propre à une organisation, mais elle doit être vraiment claire, elle doit être pertinente et elle doit être engageante. Donc, c'est important lorsqu'on la lit, qu'on soit une personne interne ou externe là, à notre organisation, qu'on soit en mesure de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est visé ici comme objectif et est-ce qu'elle est vraiment motivante, est-ce qu'elle est d'actualité, etc. Donc là encore, vous pouvez réagir par rapport donc aux trois premières visions qu'on a vues un peu plus tôt. Fait, donc d'après vos réactions, donc c'est évident là, les trois visions telles qu'énoncées répondent vraiment aux critères de base pour la définition donc d'une projection là à long terme. Oui, je pense que c'est bon. On a vraiment fait le tour de cette question-là. Je pense que tout le monde est vraiment à l'aise avec donc les grands principes là d'une vision. Donc ici, parmi les commentaires, on voit que c'est clair pour tout le monde. Les objectifs sont identifiés, c'est pertinent, elle se comprend très bien, elle est pertinente et elles sont pertinentes et engageantes. Merci beaucoup pour vos retours. Alors, on va passer, excellent. Alors, on a vu la vision, pardon. Maintenant, on va regarder donc la notion de vision. Ici, on précise davantage ce qu'on veut faire. Donc, la mission, elle doit décrire c'est quoi votre raison d'être en tant qu'organisation et elle doit permettre vraiment d'orienter les efforts de tous les jours de toutes les parties prenantes qui sont concernées. Donc, ça ne concerne pas que les employés ou la direction ou la gouvernance, mais aussi au niveau des différents partenaires avec lesquels vous transigez. Donc, en une phrase, la mission doit répondre à des questions telles que qui sommes-nous? Donc, pourquoi est-ce que vous existez en tant que conseil? Quelle est votre contribution unique dans le réseau ou dans la communauté? Ensuite, la deuxième question à laquelle elle doit répondre, c'est que faisons-nous? Donc, quels sont les services que vous offrez? Quelles sont les activités que vous mettez en place? Pour qui? Donc, qui vous cherchez à servir comme clientèle cible et sur qui est-ce que vous voulez agir. Et finalement, en vue de quoi? Donc, quelle transformation est-ce que vous souhaitez? Quelle différence est-ce que vous souhaitez faire? Donc, elle doit vraiment expliquer les différences au niveau des services que vous offrez, la clientèle que vous desservez, ainsi que la région. Donc, ce sont généralement des informations qu'on retrouve dans l'énoncé de mission. Elle doit vous permettre aussi de vous différencier de ce qu'une autre organisation fait. Donc, on ne devrait pas vous apparenter à un autre conseil. Et ensuite, elle doit faire en sorte, lorsqu'on lit, elle doit faire en sorte que les employés et les bénévoles du conseil trouvent un sens à leur travail lorsqu'ils en prennent connaissance. Donc voilà pour la notion de mission. Ensuite, on en arrive donc à l'élément de valeur. Donc les valeurs, comme vous le savez, ce sont des principes de base, donc qui orientent tous les jours et qui encadrent à la fois les attitudes et les comportements au sein du conseil et qui font en sorte aussi qu'il y ait vraiment une orientation là au niveau de la façon de fonctionner et d'agir. Donc, dans le cadre d'une planification stratégique, il est important pour vous, dans votre réflexion, de vous entendre sur des valeurs qui sont vraiment cohérentes avec à la fois votre mission et votre vision. Il ne s'agit pas de copier des valeurs que vous trouvez très belles là au niveau d'autres organisations, mais vraiment de rechercher puis de mettre en valeur celles qui correspondent le plus à votre contexte. Donc, généralement, on suggère ici aussi de limiter le nombre de valeurs que vous voulez mettre de l'avant
En général, jusqu'à 3 et 4, c'est assez raisonnable. C'est pas important d'avoir une liste d'épiceries là de valeurs. Le plus important pour vous, c'est de tabler sur celles qui sont le plus important, les plus importantes pour vous. Ensuite, une fois que vous avez identifié ou vous avez relevé vos valeurs, vous devez pouvoir les définir. Donc, vous devez leur donner votre propre définition en une phrase vraiment très simple là pour expliquer comment elles s'appliquent concrètement à votre organisation. Donc, par exemple, ici, dans le schéma qui vous est proposé, vous en avez plusieurs ici, donc l'intégrité, le travail d'équipe, etc. Donc, par exemple, quand on dit pour et par les conseils scolaires et les élèves, ici, on cherche à mettre de l'avant qu'il faut laisser aux conseils scolaires et aux élèves la possibilité de s'assurer de leur plein épanouissement en leur donnant une place, une voix et du pouvoir sur leur avenir. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment très clair. Là, on cherche quelque chose de précis en mettant cette valeur-là de l'avant. Donc, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas s'improviser des valeurs. Donc, on ne peut pas juste en prendre comme ça. Elles découlent généralement de valeurs qui sont individuelles. Donc, elles correspondent aux personnes qui font partie de votre propre organisation et elles prennent aussi leur force vraiment dans la diversité. Donc, plus vous avez affaire à une organisation, à un conseil diversifié là au niveau de ses ressources, plus vous avez la chance d'avoir vraiment des valeurs qui sont fortes et qui sont vraiment partagées par tout le monde. Donc, aux clés, comme je l'ai dit, on recommande vraiment de choisir celles qui sont les plus importantes et de les limiter au maximum là, pour qu'elles soient le plus pertinentes possible. Et en règle générale, ces valeurs-là, elles peuvent aussi perdurer après votre planification stratégique. Généralement, elles sont présentes là pour de très, très longues années. Alors, on va passer à un prochain exercice là encore. On va faire appel à vous. On aimerait donc avoir votre point de vue par rapport à ce que vous pensez être comme ce que vous pensez comme valeurs les plus importantes là pour votre organisation. Donc vous pouvez retourner sur le Slido. Vous aurez devant vous donc la question qui vous demande donc d'identifier les deux valeurs les plus importantes pour vous pour le conseil. Pour le conseil, mais pour l'association. Juste rajouter que c'est un exercice qu'on fait aussi ce matin, mais c'est aussi quelque chose qu'on va faire lors de la planification stratégique pour déterminer vraiment quelles sont les valeurs les plus importantes qu'on veut mettre de l'avant lors de la planification stratégique. Mais ça, ce matin, c'est un exercice pour nous donner une petite idée. Merci. C'est très intéressant. On a un résultat presque aussi similaire que celui qu'on avait eu à la formation de jeudi. On voit que l'engagement à la catholicité, là, ça demeure vraiment un point central en termes de valeurs partagées. Alors, on peut avancer dans la présentation. Donc ici, vous avez devant vous donc le processus de planification stratégique qui a été donc convenu avec l'association dans le cadre donc de ce projet de renouvellement du plan stratégique. C'est davantage mon collègue Léopold donc qui accompagne l'association dans ce cheminement, dans cette réflexion-là. Léopold, je te laisse le soin de présenter, à moins que tu souhaites que je continue. Ça va, ça va. Je vais prendre le relais, mais vraiment merci, Salimato, d'avoir présenté les parties précédentes. Et moi, juste avant de parler du processus collaboratif, j'aimerais ça quand même mettre l'emphase sur en tout cas, un aspect que Salimato vient de présenter, surtout par rapport au fondement
de l'association, de l'organisation ou d'un conseil scolaire, la vision, la mission et les valeurs. Comme vous voyez, on va faire une planification sur 5 ans, n'est-ce pas? On va se baser sur l'analyse de l'environnement, les points forts, les faiblesses, tout ce que Salimato vient de vous exposer, mais personne ne dispose d'une boule de cristal pour savoir exactement ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Les fondements, justement, vont servir à prendre des décisions par rapport à des choses qui vont arriver, on n'a pas planifié. Donc, c'est vraiment important de réaliser que la vision, la mission et les valeurs vont toujours constituer le socle de l'association, de l'organisation, parce que c'est ce qui permet de prendre les décisions quand il y a quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu. Maintenant, on va se baser, est-ce que ça va alimenter ce qu'on a comme idéal pour l'association, que ce soit du point de vue sociétal ou organisationnel? Est-ce que ça rentre dans notre mission, mais aussi est-ce que ça rejoint les valeurs qui ont été définies? Donc, vraiment important de retenir que les valeurs vont aider à prendre des décisions, les fondements vont aider à rester cohérents par rapport à tout ce qui a été planifié dans le processus. Maintenant, pour parler de planification stratégique, on parle nécessairement d'un processus collaboratif parce que ça implique plusieurs groupes, des parties prenantes qui ont nécessairement des positions, des perspectives, des rôles différents. Et c'est enrichissant parce que ça a coupé. Je disais qu'il y a beaucoup de parties prenantes impliquées dans un processus de planification qui ont des perspectives, en tout cas des positions nécessairement différentes parce qu'ils ont des rôles différents. Donc, le processus va aller chercher la perspective, les points de vue de ces différents groupes. Et dans le cadre du processus qui est prévu avec l'association, on a identifié 3 principaux groupes. D'abord, en bas à gauche, vous voyez les membres de la FOCSC et les partenaires. Donc, ça, c'est vous, également d'autres partenaires externes. Il y a également la direction générale de l'association de la FOCSC et le CLE, comme avec des experts d'un processus de planification stratégique. Et en haut, à gauche, on a le conseil d'administration. Pour enclencher le processus, le conseil d'administration a validé que le processus, c'est le moment de le lancer en identifiant également les enjeux stratégiques et les enjeux à venir. D'accord? Donc, le CA a certainement discuté de ces points-là et avec la direction générale, il y a eu des échanges en tous les processus administratifs pour arriver à des discussions, que ce soit pour identifier la documentation à considérer dans l'examen de l'environnement, à préparer cette formation, d'abord identifier la pertinence d'avoir cette formation et aussi de concevoir une formation adaptée au groupe. Et puis, maintenant, on a cette formation avec vous, membres de la FOCSC, on a la deuxième séance. Et puis, une séance qui visait justement à partager une compréhension commune du processus, les visées, les limites de l'exercice de planification stratégique, mais également, on veut montrer dès ce moment, dès cet instant, les étapes et les outils qui sont prévus dans la démarche de planification stratégique pluriannuelle. Donc, après cette étape-là, on revient au niveau de la direction générale, le clé. On va encore une fois identifier les parties prenantes. On est ouvert à des commentaires des membres pour savoir est-ce qu'il y a des parties prenantes à consulter, valider le protocole de consultation, c'est-à-dire quels sont les outils, les méthodes les plus adaptées par rapport aux parties prenantes retenues pour la séance l'étape de consultation. Ce qui fait qu'on va aller retourner au niveau du CA pour justement identifier les changements qui ont eu lieu grâce aux efforts et aux influences externes, comprendre comment l'organisation réagit au changement. Donc, faire un petit retour sur l'ancien plan stratégique, comme l'avait signalé
et Salimato, c'est toujours important de faire un coup d'œil en arrière pour regarder comment ça s'est passé la dernière fois qu'il y a eu un plan stratégique, quels ont été les changements qui ont marqué le cycle précédent et comment l'organisation gère ces changements-là à travers le temps. Et également, en parallèle, il y a des consultations qui se font au niveau des membres de la FOCSC, également au niveau des partenaires. Donc, pour le moment, il est prévu qu'il y ait un groupe de discussion avec 16 élèves conseillers et 9 membres du CODEC. Il est aussi prévu un sondage auprès des membres de la FOCSC. Donc, vous allez recevoir un questionnaire en ligne pour pouvoir donner vos points de vue par rapport à différents aspects, dont les fondements qu'on a présentés tantôt. Donc, vous allez avoir l'occasion de manière plus formelle de vous prononcer sur ces aspects-là parce qu'on a vu que c'est très important. Ce sont les fondements de l'association, mais c'est ce qui permet de prendre des décisions au moment opportun, des décisions éclairées. Et puis, il est prévu également des entretiens d'abord avec un évêque et 3 partenaires clés qui seront définitivement identifiés pour la suite. Après ces consultations, on revient au niveau du noyau central pour le processus, c'est-à-dire avec la direction générale, le clé, on va naturellement développer un petit rapport, une synthèse de toutes ces consultations, de la collecte des informations. On fait un rapport de l'examen de l'environnement. On propose une ébauche de vision et de valeur, donc si besoin est. Et puis, on va identifier les orientations du plan stratégique pluriannuel. Les orientations, on l'a vu avec Salimato, ce sont les grands piliers, les grands champs d'intervention, d'activité pour l'association dans le cycle qui est prévu. Et après, on revient au niveau des membres de la FOCSC, donc vous, pour valider ces orientations-là et pour sélectionner des résultats. Donc, ça va être une séance en présentiel où on va avoir un atelier de discussion assez animé où vous allez pouvoir passer à travers les orientations qui sont identifiées et les résultats qui sont proposés pour vous prononcer à ce stade-là. Et après cette discussion, on revient dans la phase de rédaction de la planification stratégique avec des résultats stratégiques, des résultats intermédiaires et des indicateurs, comme on l'a vu dans le schéma sur la démarche de planification stratégique. Et au final, on va aller auprès du conseil d'administration pour présenter la planification stratégique avec tout le contenu qu'on a vu tantôt, les résultats stratégiques, intermédiaires et les indicateurs. Et il reviendra au CA de valider le produit final, c'est-à-dire la planification stratégique pour les 5 prochaines années. Donc voilà, en gros, le schéma voulait surtout vous montrer qu'il y a des allées et venues, qu'il y a une itération, les différents groupes, les 3 principaux groupes sont consultés à différents instants et vous comprendrez également que vous allez être au courant de ce qui va arriver, c'est-à-dire quand est-ce que vous serez consulté et quelles sont les informations qui sont attendues de votre part, quelles sont les contributions qui vont être attendues de votre part, à quel stade. Et on est là pour justement recevoir vos points de vue, vos contributions dans le processus, car on l'a vu, c'est avec votre perspective, vos connaissances du terrain que ça va être une planification stratégique qui prend en compte l'environnement global dans lequel évolue l'association. Donc, pour faire suite à cette diapositive, on va voir maintenant quels sont les outils qui sont utilisés pour la mise en œuvre et le suivi de l'atteinte des résultats. Comme vous comprendrez bien que c'est bien beau de définir, de faire ces consultations, d'avoir une planification stratégique, mais c'est très important également de se doter d'outils pour pouvoir, comme l'a mentionné une des participantes tantôt, qu'il faut qu'il y ait des outils pour pouvoir suivre
ce qu'on fait. Je crois que c'est Madame Burns qui disait que au niveau de son conseil scolaire, on exécute effectivement ce qu'on fait dans ce qui a été prévu dans la planification stratégique. Donc, comment arriver à le faire? Comment à garder tout le monde sur la même page? Comment arriver à concentrer les efforts sur l'essentiel? Donc, on a d'abord cet outil-là. C'est le cadre de suivi, d'évaluation, qui justement en résume ce qu'on va avoir comme planification stratégique. C'est un outil qui débute d'abord avec les orientations stratégiques. Les orientations stratégiques servent à répondre aux questions sur quoi devons-nous mettre l'accent. Donc, quels sont les principaux champs d'intervention de l'association? Quelles sont les priorités, si on peut s'exprimer ainsi? Et ensuite, on a les résultats stratégiques, c'est-à-dire quels sont les impacts voulus dans les 10 prochaines années. Vous comprendrez que le cycle programmatique va jusqu'à 5 ans, mais les impacts qu'on veut atteindre comme résultat stratégique doivent aller au-delà même de ce cycle-là qui est 5 ans. Donc, dans 10 ans, quels sont les résultats qu'on veut pouvoir voir au sein de l'association? Donc, on peut avoir 3 résultats stratégiques. La recommandation, c'est d'avoir le moins de résultats stratégiques possibles. Déjà, 3, c'est le nombre maximal qu'on pourrait recommander. Déjà, pour les orientations, comme l'avait mentionné Salimatou, entre 2 et 4, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, un petit peu plus bas dans l'échelle des résultats, on a les résultats intermédiaires, qui sont des changements qu'on veut voir à la fin du cycle de planification stratégique. Donc, entre les 3 et 5 ans, on veut pouvoir voir matérialiser ces changements-là. C'est des changements plutôt au niveau des connaissances, des capacités, mais aussi dans les changements de comportement, les tendances, les attitudes qui sont adoptées au sein de l'association. Donc là, on comprend qu'on peut se permettre d'avoir beaucoup plus de résultats intermédiaires qui vont alimenter justement le processus pour atteindre les résultats stratégiques. Et un petit peu, à la base même de ce schéma, on a les indicateurs de rendement. Comment on peut savoir si on a réussi? Ce sont des unités de mesure qui justement permettent de visualiser, de constater de manière objective une avancée, ou du moins si on est en train de stagner, on est en train de faire des pas sur place par rapport à un objectif bien déterminé. Donc, voilà un schéma qui résume bien ce qu'on a comme planification stratégique. Mais maintenant, en termes d'outils, on ne s'arrête pas là. On veut vraiment vous donner un exemple concrètement de quoi ça peut avoir l'air, d'accord? Si on prend l'exemple d'un conseil scolaire, on pourrait avoir comme l'une des orientations pourrait être l'inclusion, d'accord? C'est une priorité pour le conseil scolaire, une organisation, d'œuvrer à l'inclusion. Donc, l'un des résultats stratégiques pourrait être que l'inclusion et la bienveillance au sein des conseils scolaires membres permettent à chaque personne d'y trouver sa place et de s'épanouir. Donc, ça serait un résultat qu'on veut vraiment à long terme, qui soit une réalité au sein de l'association, du conseil scolaire en particulier, parce que c'est plus adapté à un conseil scolaire ici. Et puis, en termes de résultats intermédiaires, on l'a vu, on a généralement plus d'indicateurs intermédiaires que stratégiques. Donc, pour un résultat stratégique, on pourrait avoir 2 indicateurs intermédiaires. Dans ce cas précis, ça pourrait être les élèves issus de la diversité sont accueillis dans un environnement scolaire inclusif qui favorise leur réussite scolaire. Et on pourrait aussi avoir un autre indicateur intermédiaire qui serait les élèves ayant des besoins particuliers sont inclus à part entière dans un milieu scolaire sécuritaire qui leur est adapté. Donc, pour mesurer justement ces changements-là, il nous faut des indicateurs. Et des exemples d'indicateurs seraient, par exemple, pour le premier
résultats intermédiaires, nombre de nouvelles ressources mises à la disposition des enseignants pour créer des milieux culturellement adaptés. Donc, voilà, une façon de vérifier si effectivement les élèves issus de la diversité sont accueillis dans un environnement scolaire inclusif. On peut regarder du côté des ressources. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles ressources qui sont attribuées à ce groupe-là pour pouvoir faire ce changement dans l'environnement scolaire? Un autre exemple d'indicateur, mais cette fois-ci en lien avec les élèves ayant des besoins particuliers, ça peut être le taux d'accroissement de modélisation en classe et d'accompagnement individuel. On comprend bien que pour ce groupe-là, les élèves ayant des besoins particuliers, il faut un accompagnement individualisé. Donc, le taux d'accroissement va justement montrer est-ce qu'il y a eu des changements de ce côté-là pour effectivement constater que les élèves ayant des besoins particuliers, ils sont mieux pris en charge. Ils reçoivent les ressources, l'accompagnement dont ils ont besoin. Donc voilà, ça c'était un exemple pour vous montrer à quoi ça va ressembler en termes de formulation, que ce soit de priorité, de résultats stratégiques et ainsi de suite. Et naturellement, pour un plan stratégique complet, on va avoir les différentes orientations qui sont alimentées comme pour l'orientation 1. Maintenant, un autre outil important et on va dans le cadre du processus de planification stratégique, s'assurer qu'il y ait également ce qu'on appelle un plan d'action. On a identifié les résultats, on a identifié les indicateurs. Maintenant, quelles sont les stratégies, quelles sont les actions, quelles sont les activités qui vont justement aider à faire progresser les indicateurs dans le bon sens. Donc, il y a ce tableau justement qui permet de garder un alignement entre les différents résultats, indicateurs qui sont identifiés dans le plan stratégique et les pistes d'action, les actions qu'il faut réaliser. Donc, c'est pourquoi vous voyez à la colonne 4 et à la colonne 3, on a justement les espaces où il faut préciser les activités, les actions qu'il faut prévoir dans les échéances, c'est-à-dire les 5 années du cycle de programmation. Et c'est important aussi de préciser dans quelle période les actions, les activités vont être réalisées pour justement assurer qu'il y ait une bonne coordination, une bonne planification et regarder également quelle activité dépend de quelle autre pour qu'il y ait justement une bonne coordination entre les différents responsables de ces actions-là et aussi pour identifier les ressources nécessaires, que ce soit financières ou bien ressources humaines, qui vont aider à justement compléter ces actions-là dans le temps prévu. Et naturellement, comme on l'a dit, les choses évoluent beaucoup. Il y a toujours une colonne commentaire pour prendre en compte des aspects qui vont justement influencer la mise en œuvre de ces actions-là. Donc, il y a une colonne commentaire, encore une fois, avec les parties concernées. Il va y avoir des échanges pour pouvoir identifier les enjeux qui pourraient soit favoriser, mais aussi qui pourraient également avoir des impacts négatifs sur la planification. Ça, c'est le plan d'action. Et finalement, on a un autre outil, encore une fois, pour pouvoir suivre les éléments importants dans la planification stratégique. C'est le cadre justement d'évaluation. Et là, on a encore une fois, dans un souci d'alignement, on a encore une fois la priorité qui est définie dans le plan stratégique, c'est-à-dire l'inclusion, les résultats qui ont été identifiés, les indicateurs. Maintenant, il faudra également définir la cible, c'est-à-dire on veut parler de nombre de ressources mises à la disposition des enseignants pour créer des milieux culturellement adaptés, selon les échanges qu'il y a eu, selon les besoins qui pourraient amener à faire une différence dans l'accueil, dans l'environnement scolaire inclusif qu'on cherche. Qu'est-ce qu'est le nombre de ressources qui serait recommandé? Donc, il y a une cible qu'il faut établir. Et là, il y a une méthode de collecte de données. Comment on va
savoir quelles sont les nouvelles ressources qui sont mises à la disposition des enseignants. Donc, il y a une méthode qui est définie pour mettre à jour cet indicateur dans le temps. Une fréquence, est-ce que c'est chaque année qu'on vérifie le nombre? Est-ce que c'est sur une base semestrielle? Donc, c'est à définir la méthodologie de collecte de données et aussi le responsable. Qui est-ce qui est responsable pour fournir cette information selon la fréquence qui est définie? Là, j'attire l'attention sur responsable ici. Il y a généralement deux interprétations quand on dit responsable par rapport à un indicateur ou un résultat. Ici, c'est la personne qui est responsable pour collecter l'information. Cette personne-là ne pas être la même personne qui est responsable pour que les activités se réalisent. Donc, c'est pourquoi dans le plan d'action, on a également une colonne pour qui est responsable pour faire avancer les choses. Donc, voilà. Donc, autant d'orientation, autant de sections qui auraient également les différents résultats et les cibles à établir par indicateur, les méthodes de collecte, les responsables et la fréquence. Et voilà un exemple pour ce qu'on pourra appeler le cadre d'évaluation, puisque c'est l'instrument qui va aider, que ce soit à mi-parcours, mais aussi à la fin du cycle programmatique, d'évaluer effectivement est-ce que le plan stratégique a été performant, est-ce que l'association a pu obtenir les résultats escomptés et quels sont les points, les aspects où il y a eu moins de performance, pourquoi et avoir des recommandations qui vont alimenter les prochains exercices. Donc, ça, c'était l'outil pour le cadre d'évaluation. Maintenant, un autre outil qui est proposé également, toujours dans l'objectif de suivre et de prendre les bonnes décisions au bon moment, il y a également l'exemple de tableau de bord qu'on peut voir ici. Maintenant, à la fin, au bout du processus, dans la démarche, c'est très important de se doter de moyens de monitorage, c'est-à-dire comment on peut visualiser dans les échanges, par exemple, avec différents groupes, en particulier le conseil d'administration ou même avec les membres, comment on peut facilement projeter les données, c'est-à-dire les résultats, les cibles, les données à jour. Donc, voilà un exemple de tableau de bord qui réunit un ensemble de résultats de plans stratégiques. Et là, tu peux cliquer. Donc, ça montre qu'on peut visualiser les données par année. Donc, on a ici seulement les données pour 2021-22, les données stratégiques. On a les données qui sont collectées par rapport à une méthodologie de collecte bien précis. Et aussi, on peut sélectionner par type d'indicateur, par pilier, par orientation. Donc, ça, c'est un exemple de tableau de bord interactif qui permet aussi de visualiser les graphiques en fonction des données qui sont collectées. Ici, on voit la mesure qui a été mise à jour. Ça a donné des graphiques, mais maintenant, si on enlève ces données, vous allez voir que les graphiques changent. Donc, ça montre que c'est interactif. C'est un tableau de bord qui donne un visuel intéressant de tout ce qui se passe en termes d'indicateurs, de données en fonction des catégories qu'on souhaite par année, par orientation, par niveau de résultat, etc. Donc, ça, c'est une option en termes de monitorage, de se doter d'un tableau de bord qui permet d'aller renseigner pour chaque indicateur les données à jour et aussi de les visualiser en termes de graphiques, mais aussi de faire des tris en fonction des besoins avec des groupes bien spécifiques. Ça peut être le CA, ça peut être également avec les membres, ainsi de suite. Donc, voilà. Et oui, les prochaines étapes, ici, c'est vraiment de pouvoir mettre en perspective les dates, les périodes où vous allez être consultés, là où il va y avoir des échanges avec certains groupes. Pour la semaine du 12 février, il va y avoir le retour. On en a parlé tantôt, il va y avoir le retour sur l'ancien plan stratégique pluriannuel avec le CA et l'équipe de la FOCSC. Ensuite, les sondages et consultations vont se faire en parallèle
la période du 26 février au 18 mars 2024. Vous allez être consulté naturellement sur les fondements, votre niveau de satisfaction par rapport au changement, la programmation de la FOCSC. Quelqu'un mentionnait tantôt dans le chat, il faut qu'on ait des priorités, des orientations propres à l'association. Effectivement, ces consultations-là vont viser à avoir des, des orientations, des éléments propres et spécifiques au contexte et aux besoins de l'association. Il va y avoir une séance de travail avec le CA et l'équipe la semaine du 15 avril 2024. Et finalement, il y aura la validation des orientations et sections des résultats avec les membres le 24 mai 2024. Et ça va être en présentiel. Tout le monde va être autour de la table pour discuter des orientations et des résultats à retenir dans le prochain plan stratégique. Pour les sections, on parle de semaines, les dates vont être arrêtées sous peu et seront naturellement partagées avec vous le plus tôt possible. Euh, Maintenant, comme l'a annoncé Salimato, il y a quelques petites rétroactions qu'on va prendre de vous. Encore une fois, Slido est l'instrument qu'on va utiliser. Le numéro est affiché pour vous connecter. On va encore sur slido.com. Je vous donne juste le temps de vous connecter avant de poser la, la question. On y va. Oui, selon vous, est-ce que les objectifs de la formation ont été atteints? Et on voit dans l'ensemble, et cela inclut les participants de la dernière formation, on voit que dans l'ensemble, euh, tout le monde estime que les objectifs ont été atteints. On va passer à la prochaine question. Euh, Quelle est votre appréciation générale de la session d'aujourd'hui sur une échelle de 1 à 5? 5 étant très satisfaisant, 4 satisfait, neutre, on est un petit peu ballant, entre satisfait ou pas satisfait, et puis de pas satisfait, un pas du tout satisfait. OK? D'accord. Donc, on voit que dans l'ensemble, encore une fois, tout le monde se dit satisfait, dans des degrés différents, mais tout le monde est satisfait. Euh, Maintenant, quel aspect de l'atelier avez-vous le plus apprécié? Donc, on aimerait ça savoir, est-ce qu'il y a un aspect de l'atelier, l'une des sections que vous avez le plus apprécié? Bien que plus que la moitié des répondants trouvent que la démarche d'une planification stratégique était très intéressante. D'accord. Les outils également. OK. Très bien. On a un- une dernière question. Quel aspect devrait-on améliorer selon vous? On parle ici, vous pouvez inscrire des mots sur le processus de planification stratégique, notre formation ce matin, quelles sont les choses que vous aimeriez qu'on fasse mieux pour la prochaine fois? Oui. Est-ce que le temps a été bien géré? La durée vous convient? Des commentaires de ce genre sont très importants pour vous. Et on voit qu'il y a des participants qui sont en train d'écrire. On va leur donner quelques secondes et puis on va passer au mot de la fin. OK. Plus d'interaction avec les participants, vidéo d'exemples concrets, d'accord? Tout est bien, beau et court. OK. On va laisser 5 secondes. Il y a 2 personnes qui sont en train d'écrire et puis on va passer, on va conclure pour aujourd'hui. Voilà, moi, je vous dis un grand merci pour votre participation
On a un grand groupe qui est encore là avec nous jusqu'à la fin, donc c'est très apprécié. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à M. Lévesque. On va nécessairement se revoir dans les prochaines étapes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salimatou. Merci beaucoup, Léopold, de votre présentation. Ça a été très apprécié. Je remercie Salimatou de son temps, Léopold également, et on les reverra là, dans notre processus de planification stratégique au cours des prochains mois. Merci à tous.